Bonjour à tous, c'est Ben, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, deuxième vidéo de présentation des futures équipes de Pro B dans cette saison 2024-2025 qui s'annonce bouillante. Si vous ne l'avez pas vu, eh bien je vous encourage à aller voir la première vidéo de la preview. Pour rappel, cette saison, la grande nouveauté, ça va être l'instauration d'un play-in en fin de saison. Alors, le play-in, comment ça marche? Les 6 premières équipes du haut de tableau eh bien, seront automatiquement qualifiées en play-off. Il y restera donc 2 tickets qui seront réservés aux clubs qui devront s'affronter, les clubs classés entre la 7e et la 10e place. J'ai donc décidé de faire une série de 3 vidéos qui correspondent au classement que j'imagine en fin de saison. Dans la première vidéo, je vous présentais les équipes que je voyais un poil trop courtes pour jouer le play-in et trembler pour maintenir leur place en Pro B. Aujourd'hui, je vais vous présenter les équipes que je vois classées entre les places 7 et 13, c'est-à-dire les équipes qui devraient logiquement se battre pour une place pour le play-in. Alors débutons cette vidéo avec le PB86, le Poitiers Basket 86, le club de la Vienne. Honnêtement, je vous le dis déjà, allez ça commence, mais j'aime énormément le roster du PB86 cette saison. Allez, commençons à regarder un petit peu plus près le mercato du PB. La colonne des arrivées et des départs, comme vous le voyez, est assez équilibrée. Du côté des départs, eh bien, il y a certains joueurs historiques du PB qui sont partis, à l'image de Charlie Pontins et surtout du capitaine Kevin Mendy après 6 ans de bons et loyaux services. Merci également à Jim Seymour, le local de l'étape, à l'intérieur Kenton Facey et à Andy Cleaves qui aura au final très peu porté la tunique de Poitiers à cause d'une blessure qui l'a éloigné des terrains une grande partie de la saison dernière. Du côté des arrivées, eh bien, ce que j'aime énormément, c'est que Poitiers renoue plus ou moins avec ce qui a fait sa force il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire la formation et la post-formation. Faire confiance à des jeunes joueurs prometteurs. Et oui, n'oublions pas que Mustapha Fall a été formé à Poitiers, Youssouf Afal est également passé par le PB en étant jeune, et Evan Fournier également a joué sa première saison dans l'élite à Poitiers. Sekou Doumbouya également, il a commencé sa carrière professionnelle à Poitiers. Et donc, eh bien cet été, Poitiers a signé des jeunes joueurs très intéressants, très prometteurs. À l'image de Aurel Brenna-Chemille, à la Maine, un récent champion d'Europe U20, Ilan Fibleuil également qui sort d'une belle saison, enfin en tout cas qui sort d'une saison en NCAA, ou encore le retour du géant pivot qui a été prêté par Cholet, Naol Balfourier. Et pour remplacer les joueurs américains partis sous d'autres cieux, eh bien le PB a recruté Javon Blair et John Ogiako. Ce qui donne ma foi un effectif très intriguant et avec beaucoup de potentiel. Ce qui est rassurant, c'est que quelques joueurs sont restés, notamment des joueurs qui étaient des cadres de l'équipe la saison dernière. Je pense notamment au meneur slovène Luka Rupnik qui était tout simplement le meilleur passeur de Pro B l'an dernier. On peut également nommer Kevin Harley, qui a été formé à Poitiers, qui connaît donc très bien le club et très bien la division. Le poste 4, croate, Ivan Ramljak, et Jonathan Jeanne, qui s'est révélé et a su gagner la confiance au fur et à mesure de la saison de son coach, Andy Thornton-Jones. Le coach qui, par ailleurs, reste le même que la saison dernière. Le PB a également conservé Guillaume Eyango et Emmanuel Prot, 2 jeunes joueurs qui ont montré de très belles choses également la saison passée. Donc dans l'ensemble, c'est assez intriguant puisqu'il y a 4-5 jeunes joueurs à potentiel, mais qui pourront amener dès maintenant. Et c'est ça qui rend la chose plutôt intéressante. Et qui, à côté de ça, seront entourés par des joueurs d'expérience. J'ai aussi très hâte de voir ce que va produire Javon Blair, qui va remplacer Andy Cleaves, qui avait le rôle de joueur dynamiteur et qui devait apporter au scoring. Et enfin, je suis également curieux de voir l'association Jonathan Jeanne John Ogiako en action, ce qui devrait offrir une belle concurrence sur le poste 5. Et je pense que pour Naol Balfourier, il sera là pour essayer de gratter des minutes, mais il devrait relativement peu jouer. Côté budget, Poitiers, la saison dernière, avait le 10e budget et la 6e masse salariale. On peut dire qu'on est sur un club plutôt middle en termes de budget. Voilà, c'est plutôt moyen en termes de moyens. Et ça se ressent au final un petit peu dans le recrutement, puisque certes, Luka Rupnik et Jonathan Jeanne ont dû être très courtisés à l'intersaison et ont probablement dû gagner une petite revalorisation salariale, mais sur le reste du recrutement, ma foi, si c'est assez cohérent, eh bien Poitiers a tout de même fait l'effort d'aller chercher des jeunes qui, logiquement, ne devraient pas avoir de grosses prétentions salariales. Alors, l'an dernier, Poitiers avait terminé
Pile dans la moyenne, ils avaient terminé 10e à une victoire seulement des playoffs, ce qui peut être relativement frustrant, je vous l'accorde. Avec la prolongation de joueurs cadres, de la continuité dans l'effectif, quelques jeunes prometteurs qui arrivent et qui devraient être encore un petit peu plus aguerris après, pour certains, une saison déjà à se développer sous les couleurs du PB, eh bien, je ne vois pas pourquoi Poitiers ferait moins bien que la saison dernière, même si la concurrence s'est également renforcée. Alors, pourront-ils mieux faire ? Je ne sais pas, comme je l'ai dit, la concurrence, ça recrute quand même pas mal fort et il y a eu quand même 2 clubs qui sont rendus de l'élite, donc voilà, ça semble être compliqué. On sait que les clubs qui redescendent ont l'ambition souvent de remonter tout de suite, mais toujours est-il que je pense que Poitiers est capable de se qualifier pour le play-in et j'imagine que c'est leur ambition. Pour les amener là où ils veulent être, justement, eh bien, parlons des joueurs clés. Je pense que Luka Rupnik devrait encore une fois être l'un des leaders de cette équipe, si ce n'est le leader. Le meneur slovène a réalisé une excellente saison la saison dernière, il est expérimenté. C'est un super passeur, le meilleur de Pro B justement, je vous l'ai déjà dit, pour ce qui était sa découverte du championnat de France. On peut donc s'attendre à ce qu'il fasse aussi bien, voire même, pourquoi pas mieux, après une saison d'adaptation au championnat, dans la Vienne et sous les ordres d'un coach qu'il connaît plutôt très bien maintenant. L'autre joueur que j'ai décidé de mettre en avant, sans surprise, ça va être l'axe 1-5, c'est Jonathan Jahn. L'immense pivot qui a été benché en début de saison dernière, qui avait d'ailleurs failli partir à la mi-saison parce qu'il était en mal de temps de jeu, mais il a su profiter de la blessure de Kenton Facey pour s'imposer et au final tout éclater sur le dernier tiers du championnat. Il présente un profil assez rare en Pro B où d'habitude on a plutôt des profils de pivot, on va dire avec un gabarit plutôt cubique, petit, athlétique. Et bien Jonathan Jahn, au contraire, c'est une grande tige, mais qu'est-ce qu'il est dominant. Il a régné sur les différentes raquettes de Pro B et si je l'ai mis en joueur clé aussi, c'est parce que j'ai très hâte de voir comment il va se comporter avec la concurrence de John Odiako, un joueur qui semble très complémentaire et intéressant sur le papier. J'espère pour Poitiers que ces 2 joueurs sauront se tirer la bourre et se tirer l'un l'autre vers le haut. Maintenant, sujet un peu moins réjouissant, je vais faire mon chafouin et enfiler ma casquette de détracteur. Si je trouve que le banc du PB est jeune et a du potentiel et est très intéressant, est-ce que le banc ne serait pas un peu très jeune et un peu trop jeune ? La jeunesse, ça a du bon, très clairement, mais quand même, attention. Là, on a 3 jeunes de moins de 23 ans sur le banc, sans compter Ilan Fibleuil également, qui a 19 ans. Sans parler de Rookie Wall, les cadres vont devoir avoir les épaules clairement solides pour assumer des responsabilités accrues quand justement les jeunes vont avoir des périodes un petit peu creuses. L'autre constat que je peux faire, c'est que l'on a un profil d'équipe vraiment très enthousiasmante, jeune, dynamique, mais voilà, je me dis... En regardant l'effectif, ça manque peut-être un petit peu d'un ou 2 joueurs besogneux, durs au mal avec le sens du sacrifice et du combat. Alors, je ne dis pas que Poitiers aura une équipe de gentils garçons, mais voilà, si je regarde les postes plutôt 3, 4, 5, ça pourrait peut-être un petit peu manquer d'impact physique et de répondant dans le combat, de roublardise, de dureté. Enfin, je suis sûr que vous voyez de quoi je veux parler quand il s'agira de poser des écrans qui font mal, voilà, mettre des petits coups aux joueurs, avec la bonne agressivité bien sûr. Voilà, il manque peut-être un petit peu de joueurs de l'ombre qui vont faire toutes ces petites choses utiles qui ne se voient pas forcément mais qui sont sacrément importantes pour faire gagner son équipe. Maintenant, si j'enfile cette fois ma casquette d'optimiste, vous l'aurez compris, j'en ai déjà parlé, j'aime beaucoup le fait que des cadres de la saison dernière soient restés et qui vont encadrer la jeunesse poitevine. C'est un point que j'apprécie beaucoup pour avoir grandi en partie pas très loin de Poitiers. Eh bien, je sais que Poitiers était connu pour lancer des jeunes espoirs français au niveau professionnel et rien que pour ça, je pense que Poitiers, cette saison, avec les jeunes pépites qu'ils vont avoir, ce sera très clairement une des équipes à suivre. Je le répète, il y a plusieurs jeunes joueurs prometteurs qui seront à suivre. Aurel Brenna-Chemille, Ilan Fibleuil, Imanol Prod, Guillaume Eyango et Naol Balfourier. Passons maintenant à la seule équipe représentante de l'Alsace. Bien sûr, c'est l'ASA, l'Alliance Sport Alsace. 6 arrivées, 6 départs, quasiment du poste pour poste ou presque. Dans les départs notables, notamment, il y a un joueur qui pourrait être regretté du côté des supporters de l'ASA. C'est Johan Choupas qui sortait tout simplement bien de sa meilleure saison en carrière avec un très joli 44% de réussite à 3 points. Ce qui lui a permis de signer à l'étage supérieur du côté de l'Élan Chalon. Mais même si ce départ pourrait être regretté, il y a quand même du beau monde qui est arrivé, avec plusieurs joueurs qui sont déjà passés par la Pro B. Déjà, il y a l'une des signatures phares
c'est celle du local de l'étape, Ludovic Beyers, qui, je vous le rappelle, a été formé du côté de la SIG Strasbourg, le club qui évolue dans l'élite. Ludovic Beyers s'est très bien relancé la saison dernière du côté d'Orléans, après avoir connu des blessures, et il n'arrivera pas seul, puisqu'il fait la route avec Marcus Gomis, le jeune combo guard. Shannon Boggs est également arrivé de Hongrie pour apporter ses qualités au scoring. À l'aile, il y a Alan Jan Rose qui va débuter sa carrière professionnelle après avoir réalisé une belle saison en NCAA, le championnat universitaire américain, et il pourra également s'appuyer sur toute l'expérience de Djordje Milosevic qui aura joué auparavant 2 saisons en Pro B. Ce qui donne ma foi un effectif plutôt complémentaire et intéressant sur le papier, même si, vous le voyez, il manque encore une recrue à recruter sur le poste 5, puisque Tidjane Keita, qui a été initialement recruté sur le poste de pivot, n'a pas satisfait à la visite médicale. On aura un poste 4 inchangé, composé du puissant Karl Ponsard et de Léopold K. Sur le poste 5, donc Yvan Mbaya, pour l'instant, est un petit peu seul, mais il va prendre de plus en plus d'importance dans la raquette, j'en suis persuadé. Il aura une vraie carte à jouer, et ce qu'il montre d'ailleurs sur les premiers matchs de préparation est vraiment hyper intéressant. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que beaucoup de joueurs de cet effectif connaissent déjà la division et sont désormais expérimentés. C'est vrai que, hormis l'arrière américain Shannon Boggs, Alan Jan Rose, qui va découvrir ce niveau, tous les joueurs de l'effectif ont déjà joué en Pro B, ce qui devrait faciliter la création du collectif. Côté budget, malgré la fusion entre Gries Oberhoffine et Soufel-Weiersheim, vous applaudirez ma prononciation, l'ASA est un club qui a des moyens plutôt modestes, on va le dire comme ça. La saison dernière, le club alsacien possédait le 14e budget et la 9e masse salariale, sur 18 clubs. Je le rappelle. Cette année, sur 20 clubs, donc avec 2 clubs qui redescendent de la Betclic Elite, l'ASA devrait logiquement peut-être reculer un petit peu dans la hiérarchie financière. Mais malgré des moyens limités, l'ASA a des résultats plutôt intéressants puisque sur ces 3 années d'existence, depuis la fusion bien sûr, l'ASA a à chaque fois pris la dernière place qualificative des playoffs en terminant 9e lorsqu'il y avait 2 montées et 8e la saison dernière puisque seul le vainqueur des playoffs pouvait accéder à l'élite. La Rochelle. Alors, qui va essayer de porter l'ASA, on l'espère pour eux, vers peut-être la dernière place qualificative pour les playoffs, c'est-à-dire remporter le play-in? Je pense qu'il y a 2 Français qui pourraient être le leader de l'ASA. Ludovic Beyers et Karl Ponsard. Alors, si Ludovic Beyers ne sera peut-être pas le leader statistique que l'on pourrait penser, ce n'est pas un scoreur né, mais c'est un joueur qui est carrément utile, sacrément utile pour une équipe. C'est un micro-meneur qui est devenu au fil du temps un vrai gestionnaire et surtout un capitaine défensif. Il fait partie de cette trempe de joueurs, appelons comme ça, qui chaque soir vont vouloir éteindre leur adversaire direct et il risque de faire cauchemarder ses opposants directs. En plus de ça, il a montré la saison dernière que c'était un vrai bon passeur puisqu'il a terminé avec 5 passes décisives de moyenne par match, ce qui est vraiment hyper intéressant. Il sera crucial, je pense, pour donner le ton, à la fois défensivement, mais aussi pour faire tourner la boutique. Et sur le secteur intérieur, il y a Karl Ponsard qui est, à mon avis, un joueur sous-estimé dont on ne parle pas assez. C'est un joueur fiable, vraiment très fiable, hyper rassurant pour une équipe. Il a eu des problèmes physiques dans sa carrière, mais sur la dernière saison, les problèmes physiques ont l'air de le laisser un petit peu tranquille et on voit vraiment, justement, quand il n'est pas blessé, qu'il peut être un joueur dominant en Pro B. Il progresse dans son efficacité au tir, mais aussi dans son playmaking. Lui aussi, à l'image de Johan Choupas, il est sorti de sa meilleure saison en carrière l'année dernière. Et pour un intérieur, il a 27 ans, on peut considérer qu'il va dorénavant rentrer dans son prime. La saison dernière, il valait tout de même 13,3 points, 4,8 rebonds et 2,5 passes décisives en moyenne en seulement 25 minutes. J'ai tout de même quelques interrogations. En premier lieu, sur la profondeur du backcourt. Si la paire Ludovic Beyers, Shannon Boggs, me semble très clairement bien tenir la route sur le papier, je suis pas forcément hyper, on va dire autant assuré sur les rotations. Il y a Romain Holtzel, la pépite du club, qui est fréquemment sélectionné dans les équipes de France jeunes. C'est vrai que l'année dernière, il a eu un temps de jeu, on va dire, fluctuant, qui ne permettait pas forcément de voir en fait ce qu'il pouvait vraiment donner et vraiment exprimer à ce niveau-là. Il a eu des responsabilités là aussi assez fluctuantes, donc
On peut se demander quid de son utilisation cette année et de sa production. Et j'ai à peu près la même interrogation en ce qui va concerner Marcus Gomis qui a été utilisé avec parcimonie la saison dernière à Orléans et qui, je trouve, pour l'instant, peine à s'imposer pour le moment au niveau professionnel. Ce qui m'amène à un autre point qui va concerner généralement plutôt le secteur extérieur. Je trouve qu'il y a peut-être un petit manque de qualité de shoot dans cette équipe. Surtout, je l'ai dit, quand on considère que tu viens de perdre ton joueur, Yohan Choupas, qui shootait à 44% de loin, ce qui est un pourcentage vraiment incroyable. Et sur les recrues, eh bien, on a Ludovic Beyers, on sait qu'il n'est pas forcément réputé pour être un shooter naturel, il n'est pas réputé pour son tir extérieur, il ne prend d'ailleurs que très peu de volume au niveau du tir à 3 points. On a Marcus Gomis, par contre, qui est un peu plus shooter, mais jusqu'à maintenant, il n'avait pas forcément le terrain d'expression suffisant pour le montrer. On a Djordje Milosevic, qui n'est pas un shooter fiable derrière l'arc, tout comme Alan John Rose, qui est en début de carrière. Et enfin, nous avons la recrue américaine Shannon Boggs, qui a des pourcentages intéressants, sans toutefois être mirobolant. Donc voilà, c'est une petite interrogation que je vais avoir. Je pense que l'ASA ne basera pas son jeu sur son adresse extérieure, mais les soirs où ça va tomber dedans, ce sera une équipe redoutable. Et enfin, le dernier point qui pourrait être une interrogation, c'est l'état de forme de Djordje Milosevic, puisqu'il s'était gravement blessé au genou dans sa saison avec Champagne Basket, ce qui avait entraîné une non-reconduction de son contrat dans la Marne. Bien, la saison dernière, ça a été une saison quasiment blanche, puisqu'il n'a disputé que 7 matchs en fin de saison en Serbie. Est-ce qu'il sera rapidement à 100%? Je ne sais pas, et c'est une question que l'on peut légitimement se poser. Mais si l'ASA l'a signé, c'est qu'ils doivent avoir des garanties à ce sujet. Maintenant, venons-en aux motifs d'espoir. Alors, d'abord, il y a une certaine forme de continuité avec un secteur intérieur, certes en partie grandement renouvelé, et des profils de joueurs plutôt similaires à l'effectif de la saison passée. Très clairement, je pense qu'on devra avoir une des meilleures défenses de la division. Les intentions, je pense, sont assez claires avec, d'un côté, le choix des joueurs recrutés, ça va défendre le plomb, avec Ludovic Beyers en première ligne, et surtout un coach, Nemanja Bogavac, qui est à vocation plutôt très défensive. Enfin, j'en ai déjà parlé, et je finirai sur ce point, ça va être l'expérience de l'ASA. Beaucoup de joueurs ont l'expérience de la division, beaucoup de joueurs ont de la bouteille, et ça peut amener une stabilité et un sang-froid dans les périodes qui pourraient être, on va dire, un petit peu moins bien et un petit peu moins florissantes pour l'ASA. Défense, expérience, continuité, je pense qu'on est sur une équipe assez stable qui devrait avoir une saison, pour le coup, assez stable avec assez peu de fluctuations dans son niveau de performance. Et c'est pour ça que je classe l'ASA dans les équipes qui, pour moi, pourraient jouer le play-in. Autour d'Orléans désormais. Si vous avez vu ma vidéo bilan sur la saison dernière, vous vous rappelez que j'avais un petit peu descendu Orléans, mais à juste titre, selon moi. Alors, qu'est-ce qui se prépare du côté de l'OLB? En tout cas, je pense que je ne pourrais qu'être surpris positivement, car comme vous l'avez vu, je présente Orléans dans le range des équipes que j'imagine être classées entre la 7e et la 13e place. Et ça, pour certains d'entre vous, je pense que c'est déjà un premier avis assez osé. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a eu du changement à Orléans cet été. Le mercato a été agité. Peut-être bien, au final, que ça montre que j'étais dans le vrai, puisque ça a un petit peu pété dans tous les sens. Déjà, il y a eu un petit séisme à Orléans avec le départ de l'emblématique coach Germain Castano, qui était tout de même à la tête de l'équipe professionnelle depuis 7 ans. Donc déjà, immense respect pour sa longévité. Bravo, monsieur Castano, et pour tout ce que vous avez apporté à Orléans. Maintenant, on fait table rase du passé. Nouveau coach, Lamine Kébé, un Orléanais de naissance, très jeune coach qui dirigeait l'équipe du Pôle France en National 1. C'est un coach avec, logiquement, une fibre formatrice, et qui dit niveau coach, dit nouvelles idées, nouveau système. Place donc à 8 recrues. Limour prendra la main avec en backup Rudy de Maïs Balou. Sur le poste 2, Maceo Jack a été recruté, c'est un arrière anglais, et il occupera ce poste avec Meredith Oumounu et Baba Carnias. En autre recrue, on peut citer Tomislav Gabric, un ancien shooter qui a évolué du côté de l'Éléon Chalon et qui viendra suppléer Ludovic Negrobar, un des seuls rescapés de la saison dernière. Et enfin, nouvelle raquette avec les recrutements de Nathan Kuta et Nicolas Pavrette, le Rouennais. Voyons ce que ça donne au niveau de l'effectif au complet. On peut voir qu'il y a un large roster de 11 joueurs
avec des joueurs qui vont être capables d'évoluer sur plusieurs positions, ce qui devrait offrir beaucoup de choix et beaucoup d'associations possibles à Lamine Kébé. Les 3 joueurs restants sont Lorenzo Tiroir-Sanson sur le poste 3, enfin plutôt les 2 joueurs restants, puisqu'il y a seulement Lorenzo Tiroir-Sanson et Ludovic Negrobar, puisque Noah Bolanga, vous l'avez sûrement vu, il n'a pas accepté de signer une prolongation de contrat. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va quand même retrouver le côté joueur à développer qui doit être cher à Lamine Kébé, mais il y a aussi des joueurs un peu plus expérimentés, donc le mix semble là aussi vraiment intéressant. Par exemple, il y a Rudy de Meus-Balou qui pourra s'inspirer de Limour, Babacar Niasse également. Babacar Niasse, il a déjà évolué sous les ordres de Lamine Kébé qu'il a déjà entraîné. Et même au final, les 2 intérieurs qui ont été signés pour 2 et 3 saisons montrent qu'il y a une vraie volonté d'Orléans et un vrai projet qui se situe plutôt sur le moyen terme et de développer ces jeunes et de les faire éclore au plus haut niveau. Le roster, franchement, sur le papier, me semble bien équilibré. Et on devrait avoir, je pense, un changement de philosophie. Si Germain Cassano prenait plutôt un jeu très orienté sur l'attaque et le tir extérieur, avec Lamine Kébé, je pense que la parole devrait être un petit peu plus donnée à la défense, sans pour autant dire que Lamine Kébé est un coach à philosophie défensive. Ce qui ne devrait pas forcément déplaire aux fans orléanais de changer un petit peu de système pour avoir un peu plus de variété et avoir un jeu peut-être un peu plus équilibré. Mais faut pas non plus s'attendre à avoir des purges. Avec Limour, Maceo Jack, Lorenzo Tiroir-Sanson et Tomislav Gabric, il va y avoir quelques ardoises bien salées et les ficelles devraient trembler du côté de Comet. Bon, sans surprise, côté budget, Lamine Kébé n'a pas eu à se plaindre cet été. Orléans, c'était le 3e budget de la saison dernière et la 3e masse salariale. Je pense qu'on a déjà vu pire. Et même au niveau du classement, si je les ai un petit peu descendus sur ma vidéo bilan, Orléans a quand même terminé 4e de la précédente saison. Alors, plus que le résultat en lui-même, je pense que c'est surtout sur la forme que ça a pu un peu pêcher. Orléans déjà avait pour objectif de remonter. En soi, oui, l'objectif n'a pas été atteint, mais surtout, Orléans a été sorti au premier tour des playoffs dans un scénario assez rocambolesque où ils ont perdu le match d'appui chez eux en terminant le match et en terminant donc leur saison en se prenant une valise dans le dernier quart-temps à domicile à Comet. Et ça, clairement, je pense que c'est un point que je vais clairement surveiller la saison prochaine, les résultats à domicile d'Orléans. Maintenant, du côté des joueurs clés, j'ai décidé de partir sur 2 arrières, Limour et Meredith Oumoun. Limour, déjà, c'est un meneur, ça va être le meneur de cet effectif et ça devrait être le joueur qui va être la plaque tournante de l'équipe. Il arrive avec de belles références. Il a toujours joué et performé dans les premières divisions européennes dans lesquelles il a joué, en Italie, en Allemagne et en Pologne. En 2023, il a notamment affronté Cholet en finale de la FIBA Europe Cup. Donc le voir signer en Pro B, c'est quand même assez surprenant, mais c'est aussi assez excitant. Il aura clairement le rôle d'un joueur majeur, et quand on regarde ses statistiques, on voit rapidement que c'est un meneur très complet. Pas forcément un meneur hyper porté par le scoring, mais il tourne aux alentours des 12-13 points, des 4-5 rebonds et des 4 passes de moyenne dans des équipes qui gagnent. Donc je ne pense pas qu'il faudra s'attendre à voir Limour éclater les compteurs, mais il devrait être très solide et un joueur très complet qui devrait faire tourner la boutique. Et à côté de Moore, j'ai décidé de parler de Meredith Oumoun. Il y a du monde, c'est vrai, sur les lignes arrières, avec également Maceo Jack, Babacar Niasse, mais Meredith me semble fondamental dans ce qu'il va pouvoir apporter à ce groupe et à cette équipe, notamment en termes d'expérience. Meredith Oumoun, il a 35 ans, maintenant on peut le considérer comme un vétéran et il connaît très bien la Pro B pour y avoir évolué, on va dire, la majorité de sa carrière. Donc dans la transmission, il va être fondamental et également dans la transmission de son leadership. Mais au-delà de ça, c'est quand même toujours un sacrément bon basketteur avec des qualités physiques au-dessus de la moyenne et il sera lui aussi, à l'instar de Ludovic Beers pour la SA, l'un des premiers remparts défensifs. Donc une vraie plus-value dans un groupe sûr, mais à la fois en dehors du terrain. Parlons maintenant des petits doutes ou des petites craintes que l'on pourrait avoir. Honnêtement, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Il y aura forcément des questions liées à la transition entre Germain Cassano et Lamine Kébé au coaching, parce que ça, c'est un sacré changement pour Orléans. Et puis, il faut dire que l'effectif est quasiment entièrement reconstruit. Donc là aussi, il y a toujours une attente de voir si la mayonnaise va prendre et si un groupe va naître. Que va donner Lamine Kébé, le beau-frère d'Evan Fournier, à la tête d'une équipe professionnelle, lui qui encadrait des jeunes joueurs en National 1 avec le Pôle France et lors de compétitions internationales avec les équipes de France Jeunes?
Ensuite, côté basket, j'attends de voir ce que va donner la paire d'intérieurs qui est encore inconnue à ce niveau. Nathan Kuta est un jeune intérieur et international d'ailleurs hollandais qui évolue en Belgique. Il semble solide, intéressant, mais voilà, c'est toujours un petit peu compliqué d'évaluer quel est le réel niveau de ce niveau belge. Et pour l'accompagner, il y a Nicolas Pavret, qui lui aussi peut être considéré comme un prospect. Il est très jeune, il a 22 ans, il dominait la saison dernière en 3e division espagnole. Donc là aussi, je suis très curieux de voir quel sera le niveau de Nicolas Pavret en Pro B. Vraiment, je ressens énormément de curiosité, plus de curiosité qu'autre chose d'ailleurs, par rapport à cette équipe New Look d'Orléans. Parce que oui, d'un autre côté, il y a pas mal d'éléments qui me rendent résolument optimiste pour l'OLB. Déjà, il y a l'expérience de certains joueurs. J'en ai parlé avec Meredith Omnou, mais il y a également Limour, qui a une belle petite expérience, Ludovic Negrobar, Tomislav Gabric. Donc voilà, on va avoir un petit corps, un petit socle de joueurs vraiment qui va être important dans la transmission pour l'ensemble du groupe. J'ai aussi l'impression qu'il y a une dimension physique et athlétique plus importante que la saison passée et aussi plus de complémentarité dans les profils. Alors oui, maintenant qu'on a dit ça, je suis peut-être un petit peu sévère dans mon classement par rapport à Orléans, car c'est très clairement l'une des équipes que je trouve la plus intrigante et peut-être avec le plus de potentiel. Mais honnêtement, j'ai beaucoup hésité entre les classer dans la partie du top 6 ou alors dans les équipes qui devraient se battre pour le play-in. Ce qui fait pour moi la différence, je vous l'avoue, c'est qu'il y a des questions que je trouve légitimes qui peuvent se poser sur la première saison professionnelle de Lamine Kébé en tant que head coach, une reconstruction quasiment totale et 2 pivots inconnus au bataillon, mais malgré tout plein de promesses. Alors oui, je reconnaîtrais très volontiers m'être trompé en fin de saison si Orléans termine dans le top 4, parce que ça ne me surprendrait au final pas tant que ça. Mais au bout du compte, il y a 20 clubs, il y aura des surprises, certes, mais il fallait faire des choix, et j'ai choisi Orléans dans la course pour le play-in. Alors, prochaine équipe, le SCAB, je dirais même nouvelle équipe. Si ce nom ne vous dit rien, c'est normal. Vous la connaissez probablement sûrement sous le nom de Saint-Chamond. Parce que oui, changement de nom, car le SCAB, c'est l'union de Saint-Chamond et Andrézieux-Boutéon. Ce qui donne le nom Saint-Chamond-Andrézieux-Boutéon Basket, autrement dit le SCAB. Et qui dit union, dit nouveau nom, dit nouveau logo, mais c'est presque les mêmes couleurs, le rouge, le blanc et le bleu nuit. C'est donc une nouvelle page qui va se tourner dans l'histoire du club, une page qui va se vouloir résolument optimiste. D'abord parce que depuis l'année dernière, Saint-Chamond joue dans une nouvelle salle, l'Arena Saint-Étienne Métropole, qui peut accueillir jusqu'à 4200 personnes en configuration basket. Une très belle salle qui a notamment accueilli la Leaders Cup 2024. Optimiste également parce que d'autre part, c'est la grande nouvelle, l'union entre Saint-Chamond et Andrézieux provient de l'arrivée d'un nouvel actionnaire majoritaire au sein du club, David Despinas, qui a injecté pas loin de 1,2 million d'euros à son entrée au capital du SCAB. Un vrai tournant donc pour le SCAB, puisque Saint-Chamond était jusqu'à maintenant, on peut le dire, un club avec des moyens plutôt modestes et qui évoluait dans une petite salle. Un autre fait qui est intéressant, c'est que le club d'Andrézieux, dans tout ça, qui évoluait en National 1, évoluera toujours en National 1, sous le nom du SCAB Lab, et qui sera toujours entraîné par Guillaume Quintard. Ça fera une sorte de pouponnière, d'incubateur, dont le but sera de rester en N1 et permettra surtout de développer des jeunes joueurs. Maintenant, parlons quand même un petit peu du terrain. Logiquement, l'ossature est celle de Saint-Chamond. Même coach, Maxime Nélaton, 5 départs pour 5 arrivées. Tous les étrangers sont partis, le Finlandais Ilari Sepala, l'arrière Marquis Addison, Roger Mout Abidias, le Croate Antonio Vrankovic et l'ailier fort Cyril Elisir Vanero, le Français qui a signé à Boulazac. Au rayon des arrivées, un Marquis peut en cacher un autre, puisque Marquis Jackson passe du Champagne Basket au SCAB. Sofiane Briki, quant à lui, arrive dans une région qu'il connaît bien. Arthur Bruyas également, puisque c'est un ancien Rouennais, et 2 étrangers sont venus se greffer à la fête, les intérieurs Gito Koch et Anthony Durudji. Au niveau de l'effectif, on est donc sur un roster de 10 joueurs. 5 arrivés, donc logiquement, si je ne me trompe pas, 5 joueurs sont restés fidèles, les inusables Mathieu Guichard, qui va entamer sa 11e saison au SCAB, c'est complètement dingue, Jonathan Ohio, qui va de son côté entamer sa 9e saison. Donc on est tout simplement sur 20 saisons professionnelles cumulées pour ces 2 joueurs. Pour les accompagner, il y aura toujours Théo Magritte,
qui est toujours présent, ainsi que les intérieurs Maël Hamon-Crespin et Badr Moujine, 2 intérieurs jeunes et à potentiel. Un recrutement très intéressant, si vous voulez mon avis. Je trouve que le SCAB ajoute de la profondeur à son effectif, mine de rien, avec les recrutements de Sofiane Bricky et Arthur Brias. Et le banc, tel qu'on le voit sur le visuel, eh bien, devrait être performant. Au final, il pourrait ne pas y avoir un si gros écart que ça entre le 5 majeur et les rotations, et ça, clairement, ça peut être un vrai plus pour le SCAB. Passons du côté du tableau de bord. Alors, côté budget, eh bien, Saint-Chamond était déjà plus ou moins dans la moyenne. Dorénavant, avec l'union et l'arrivée du millionnaire David Despinas, on peut supposer que le SCAB va avoir des moyens un peu supérieurs, mais peut-être pas au point non plus de faire partie des meilleurs budgets de Pro B. En tout cas, quand on voit le recrutement, on peut se dire qu'il est bon, mais il n'y a pas non plus de folies qui ont été faites sur le plan sportif. En ce qui concerne les derniers résultats de Saint-Chamond, eh bien, le club avait terminé à la 12e place de Pro B, donc assez loin tout de même des playoffs. Du côté des joueurs clés, je suis parti premièrement sur Marquis Jackson, l'arrière américain, et puis l'intérieur Badr Moujib. Alors, Marquis Jackson, je pense que ça devrait être le leader offensif de cette équipe, mais peut-être bien aussi le leader défensif. S'il ne brille pas forcément par ses pourcentages de réussite au tir, c'est un arrière et un joueur plutôt élégant qui peut tout faire balle en main, mais qui est aussi un redoutable défenseur. C'est très clairement une excellente recrue et un joueur très fiable qu'a signé le SCAB. Et comme je n'en avais pas encore beaucoup parlé, il est temps de mentionner l'intérieur Badr Moujib. Passé un peu en dessous des radars au final, il a vraiment énormément performé et progressé la saison dernière et il aurait même pu prétendre à davantage de temps de jeu. Il a d'excellentes mains près du cercle, il est très efficace. Quand on pense que Mathieu Boyer, le meilleur intérieur de Pro B la saison dernière, a explosé à Saint-Chamond, je me dis que l'heure est peut-être venue pour Badr Moujib de faire étalage de tout son talent et franchement, personnellement, je crois dur comme fer en son explosion cette saison. Maintenant, est-ce qu'il y a des craintes que l'on pourrait avoir pour le SCAB ? Il n'y en a pas beaucoup, en vrai. Je me questionne sur les ambitions du club, peut-être, et de l'équipe à court terme. Au regard du recrutement, il y a de la stabilité, quelques bonnes recrues, mais est-ce que le SCAB peut-il viser plus haut que les play-ins au vu de la concurrence ? Je me pose la question du plafond réel de cette équipe. Est-ce qu'elle peut nous surprendre et terminer dans le top 6 ? À vous de me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Dans les motifs d'espoir, alors j'en ai noté 3. D'abord, il y a la continuité. Même coaching staff, reconduction de 5 joueurs dont des leaders du vestiaire, ça va grandement, énormément aider lors du début de saison et pour intégrer les nouveaux joueurs. Le deuxième motif d'espoir, là aussi j'ai commencé à en parler, c'est qu'il y a une tonne d'expérience dans cette équipe. Avoir Mathieu Guichard et Jonathan Wayo, forcément ça aide énormément, à la fois pour transmettre les valeurs du club, mais aussi être les relais du coach sur et en dehors du terrain. Et puis, à côté de ça, il y a quand même beaucoup de joueurs qui connaissent déjà le championnat. Ça aussi, en termes d'expérience, c'est important et ça peut aussi aider à créer un collectif plus rapidement. Et enfin, le dernier motif d'espoir, je venais d'en parler, mais je pense que l'on pourrait être vraiment très surpris par la saison de Badr Moujib. Il a vraiment tout ce qu'il faut pour être responsabilisé et devenir un joueur dominant de Pro B. Et si Badr Moujib fait une saison de haut calibre, alors peut-être que le SCAB pourra peut-être viser plus haut que le play-in, sait-on jamais. Maintenant, au tour de Boulazac de passer à la casserole. Ça peut paraître surprenant, comme Orléans, car Boulazac est également un club habitué à jouer le haut du tableau, mais je vais pas tourner autour du pot. Je trouve que Boulazac a perdu des joueurs très importants et je ne pense pas que les joueurs recrutés parviendront à remplacer totalement l'impact que pouvaient avoir notamment des Yuri Golitin et surtout Jean-Marc Pansa. Certes, Ousmane Kroumbali est arrivé, c'est un bon joueur, je n'ai aucun doute là-dessus, mais il est quand même sur une pente plutôt descendante, au contraire de Jean-Marc Pansa qui était l'un des meilleurs intérieurs de Pro B et qui, je trouve, a vraiment porté Boulazac tout au long de la saison dernière. Alors, l'effectif reste quand même hyper qualitatif, je dis pas le contraire. Beaucoup de joueurs sont restés, les cadres de l'effectif même. Angelo Warner à la main, Hugo Robinho sur le poste 2, Clément Cavallo à l'aile, Louis Cassier sur le poste 4 et également Baba Karambay est resté. Sur chaque poste, au final, un joueur est resté, ce qui donne un effectif très expérimenté et c'est vrai que la moyenne d'âge en prend forcément un coup avec les arrivées de Ousmane Kroumbali et ses 36 ans et celle de Marcos Soukaoumou et ses 39 ans, l'espagnol. Côté finance, Boulazac fait partie des cadors de la division. 4e masse salariale et 5e budget de la saison passée. Il en sera probablement de même pour la saison à venir.
L'an dernier, et c'est pour ça que c'est peut-être une surprise, eh bien Boulazac a réalisé une formidable saison en terminant à la 3e place de la saison régulière et a perdu en finale des playoffs d'accession face à La Rochelle. Donc voilà, c'est vrai que ça peut surprendre quant à mon choix de les positionner entre la 7e et la 13e place. Mais en même temps, entre la 7e et la 13e place, il y a un gap et je positionne plutôt Boulazac autour de la 7e, 8e place plutôt que vers la 12e, 13e. En joueur clé de Boulazac, j'ai décidé de mettre Hugo Robinho et Ousmane Kroumbali. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Hugo Robinho, tout d'abord, car c'est un joueur à la trajectoire montante qui a réalisé une belle première saison à Boulazac et je pense qu'il va encore plus prendre du galon dans cette équipe qui peut peut-être à terme être son équipe. J'avais d'ailleurs parlé de lui dans les joueurs de Pro B qui pourraient attirer des clubs de Betclic Elite de le signer. Si vous voulez mon avis, si Hugo Robinho réalise à minima la même saison qu'il a fait la saison dernière, eh bien c'est clair, des clubs du niveau au-dessus vont toquer à sa porte. Je vais donc garder un œil très attentif sur ses performances cette saison. Ousmane Kroumbali est l'autre joueur que j'ai placé dans les joueurs qui pourraient être les joueurs clés de Boulazac cette saison. J'entends par là que de son rendement dépendra peut-être en partie les résultats du BBD. S'il parvient à avoir l'impact qu'avait Jean-Marc Pansat, alors oui, Boulazac pourra effectivement très clairement prétendre à une place dans le top 6. Mais je pense qu'on sous-estime peut-être l'apport et l'importance qu'avait Jean-Marc Pansat des deux côtés du terrain. Et je ne suis pas sûr que Ousmane Kroumbali, certes dans un style très différent, puisse avoir cet impact. Donc vous l'aurez compris, une des interrogations principales que j'ai concerne la raquette de Boulazac. Combler la perte de Jean-Marc Pansat va être compliqué. Ousmane Kroumbali va être attendu, et derrière, en rotation, il y aura Babacar Mbaye qui lui aussi va être attendu. La saison dernière, j'ai notamment trouvé que Boulazac avait été très bon lorsque Temidayo Youssouf était arrivé, lorsque, malheureusement pour lui, Babacar Mbaye s'était blessé sur une durée plus ou moins longue. L'autre interrogation que j'ai va concerner le plafond de cette équipe. Je n'ai pas forcément l'impression que Boulazac se soit réellement renforcé, voire j'ai l'impression même, vous l'avez compris, que la perte de Jean-Marc Pansat va être difficile à gérer. Et avec des joueurs expérimentés, pour ne pas dire âgés, je ne vois pas une énorme marge de progression de Boulazac par rapport à la saison passée. On sait déjà à peu près ce qu'on va avoir, mais à côté de ça, la concurrence peut sembler intrigante. On peut se poser la question justement du plafond de cette équipe et de ce qu'elle va être en mesure de répliquer à minima ce qu'elle a fait la saison dernière et est-ce qu'elle va pouvoir aller encore plus loin, encore plus haut. Et je n'oublie pas non plus dans les points d'interrogation, que Angelo Warner, le meneur américain, très important pour cette équipe, il a été suspendu 5 matchs en début de saison. Il va donc manquer les 5 premiers matchs de championnat pour un comportement inapproprié qu'il a eu en finale des playoffs l'année dernière face à La Rochelle. Ce qui peut aussi peut-être en partie expliquer le recrutement de Marco Sukaumu, qui va amener un peu de sérénité, un petit peu d'expérience à la main en début d'exercice. Il est quand même temps de rassurer les supporters boulazacois. L'effectif, comme je l'ai dit et souligné, est d'une très grande qualité, Et j'ai noté en plus de ça 3 raisons d'être optimiste pour Boulazac. La première, c'est qu'on fait dans la continuité. Pourquoi changer une équipe qui gagne ? Hormis Jean-Marc Pansat, évidemment. Le socle de joueurs qui a terminé à la 3e place du précédent exercice et qui allait en finale des playoffs, c'est le même. La deuxième raison, c'est l'expérience. Les équipes championnes sont souvent expérimentées et ont un certain vécu. On peut dire que Boulazac coche ses cases à la perfection. Boulazac sera l'équipe avec la moyenne d'âge la plus élevée et il y a des joueurs qui ont énormément d'expérience et de caractère. Et ça, c'est important pour un groupe. Et enfin, le dernier motif d'espoir, c'est qu'on peut être certain que Boulazac sera une équipe avec une identité défensive et combative très développée. Boulazac, c'était la 2e meilleure défense de Pro B la saison dernière, et c'est pas un hasard, à mon avis, si on les a retrouvés en finale des playoffs. Et ça tombe bien, les joueurs qui insufflaient cet état d'esprit combatif et défensif, ils sont toujours là. Maintenant, je serais très curieux à vous de me dire, est-ce que vous avez le même sentiment que moi concernant le plafond de cette équipe et où positionnez-vous, à votre avis, Boulazac à la fin de la prochaine saison? Donc dans l'ensemble, je suis assez mesuré. Il y a beaucoup de raisons d'y croire, mais je pense qu'il va falloir peut-être un petit peu de temps pour pouvoir jauger l'impact de la perte de Jean-Marc Pansat, par exemple, et de voir si Ousmane Kroumbali va pouvoir justement rehausser et combler cet apport. Mais nul doute qu'encore une fois, il faudra très clairement compter sur Boulazac cette année. Autour d'un promu, maintenant.
Le club champion qui n'est pas passé par la case playoff, le HTV, Hier Toulon Var Basket, toujours mené d'une main de maître par le mythique, l'historique Jean-Louis Borg. C'est la petite bombe que je lâche, mais je pense réellement que le HTV a tout ce qu'il faut pour être l'une des surprises de la saison. Et si ce n'est pas le cas, eh bien je compte sur vous pour archiver cette séquence. Alors pour le retour des sudistes en LNB, il y a quand même eu un petit peu de mouvement. 9 joueurs sont partis et 6 sont arrivés. Florian Poiveyoun, Ike Nweke, Kayem Clearly, Mathis Keita, Matteo Bordes et Noé Botouli, qui lui est arrivé pour pallier à la blessure de Maxime Eugène, qui manquera 3 mois de compétition suite à un accident domestique. Ça va donner à Jean-Louis Borg un effectif de 11 joueurs. Là aussi, à l'instar d'autres équipes, le coach a choisi de miser sur un roster large, bien dense et qui semble clairement armé pour tenir la route en Pro B. Honnêtement, j'ai hésité, mais bon, fallait se mouiller et je crois réellement en une surprise pour Hier Toulon. Là où je suis optimiste pour le HTV, c'est que le club a réussi à conserver ses meilleurs éléments et à ajouter des joueurs qui vont encore amener une plus-value à une équipe qui a été championne de N1. Et ça annonce une saison plutôt intéressante dans le sud. Sans surprise, niveau budget, Hier Toulon devrait être le plus petit budget et la plus faible masse salariale de la division. Il a été annoncé en juin que le budget serait aux alentours de 2,1 millions, et ce budget inclurait également le budget des équipes jeunes. Et à côté de ça, il y aurait une masse salariale d'environ 600 000 €, ce qui était la saison dernière la plus petite masse salariale de Pro B. Donc comme vous l'avez compris, le HTV est promu car le club a remporté le championnat de National 1. Rien que ça. Et pour essayer de faire de même la saison prochaine, même si ça va être compliqué, eh bien, j'ai décidé de partir sur 3 joueurs pour les joueurs clés. Mathis Keita, Moses Greenwood et Quentin Le Cerf. Pour le poste de meneur de jeu, Jean-Louis Borg a misé sur un joueur d'expérience qui est l'un des meilleurs passeurs de la division et qui est habitué à performer à ce niveau depuis pas mal d'années maintenant. Un gros QI basket et un relais de qualité pour le coach. Et oui, c'est bien la description de Mathis Keita. Keita pourra en plus parfaitement servir Moses Greenwood que Hier Toulon est parvenu à conserver et qui était l'un des meilleurs intérieurs de National 1. Tout simplement, le meilleur marqueur de l'équipe en N1. Et puisque je parle des meilleurs intérieurs de N1, eh bien c'est son coéquipier dans la raquette, Quentin Le Cerf, qui a été désigné à l'issue de la saison comme étant le meilleur intérieur de National 1, qui retrouvera d'ailleurs au passage la Pro B puisqu'il avait effectué un passage du côté de Denain en début de sa carrière. Il voudra cette fois certainement prouver qu'il peut avoir le même impact qu'en N1 et ça annonce une raquette plus qu'intéressante pour le promu. Parlons maintenant des petites interrogations que l'on pourrait avoir. Honnêtement, j'en ai pas énormément et je vais paraphraser ce que j'ai déjà dit pour Caen, l'autre promu. Bien, on peut se demander si le HTV va parvenir à surfer sur la dynamique de la montée ou alors s'il va falloir un petit temps d'adaptation puisque bien, la majorité du groupe est restée. En ce qui concerne les motifs d'espoir, eh bien, une fois n'est pas coutume, je vais parler de la continuité et ce groupe a performé, ça c'est important. Comme je l'ai dit, Hier Toulon avait la meilleure raquette de National 1 et je ne vois pas pourquoi les intérieurs ne performeraient pas à l'étage supérieur. L'autre point positif, voire même très positif, c'est la présence de Jean-Louis Borg sur le banc. Oui, quand même. C'est un coach très reconnu, très expérimenté et qui a toujours mené ses équipes vers le haut de tableau, que ce soit en première division, en deuxième division, mais aussi en troisième division. Et sa philosophie étant une défense solide, eh bien, nul doute que le HTV excellera dans cet exercice. Et c'est toujours rassurant quand on est promu de savoir qu'on va pouvoir s'appuyer sur une défense de qualité. Enfin, et même si j'en ai parlé dans les éléments de questionnement, je pense qu'il y aura forcément une trace de la dynamique de la montée qui pourrait s'avérer positive pour l'équipe. Il pourrait y avoir un surplus d'enthousiasme, un public acquis à la cause de l'équipe, de quoi donner de la confiance à la fois au niveau promu et pourquoi pas lui permettre de se mêler à la course pour le play-in, sait-on jamais. Et pour terminer cette vidéo, il est temps de parler de Fos-Provence. Alors pour être honnête, j'ai quand même un petit peu hésité à placer Fos-Provence dans cette vidéo. J'avais un petit groupe d'équipes pour lesquelles j'étais assez indécis et au final, c'est Fos qui a raflé la mise. Après une saison très compliquée quand même pour Fos qui aurait pu se terminer en cauchemar, eh bien l'équipe phocéenne aura à cœur de montrer qu'elle vaut mieux que de se battre pour son maintien en Pro B. Et malgré ce que l'on pourrait croire, il n'y a pas eu tant de mouvements que ça chez les Bayers. Jamar Diggs, Jordan Degré et Timothée Cruzol
sont partis dans ce qui était l'effectif de base, tandis que Mathias Markusson, Jordan Aboudou et Brian Pamba, qui sont arrivés en cours de saison, n'ont pas été conservés, au contraire de Robert Turner III, l'arrière-scoreur américain, Mathieu Wojciechowski, désolé pour la prononciation, le franco-polonais, et Junior Etou sur le poste 4. Pour compenser les quelques départs, sont arrivés Luka Bouris, Ilya Sidorov et je me suis même permis d'ajouter dans la colonne des arrivées Willian Marie Anaïs qui a été formé à Foss et qui a signé son premier contrat professionnel, un contrat de 4 ans. Et enfin, comme vous le voyez aussi, la dernière recrue en date pour venir compléter cet effectif, eh bien, c'est la signature de l'intérieur Petit Nyang. J'y reviendrai dans cette vidéo. Preuve en est, au final, avec cette continuité, eh bien que le coach Rémi Juita est persuadé que ce groupe peut mieux faire que la saison dernière en repartant sur de bonnes bases. Pas de surprise donc sur le roster, hormis à la main et au poste 5, au final, où Ilya Sidorov à la main arrive avec un statut d'international ukrainien, ce qui va faire de lui l'un des joueurs à suivre dans cette équipe. Contrairement à la saison passée où l'effectif s'était construit de manière très tardive suite à un remaniement complet d'effectifs suite à la descente de Betclic Elite et où au final il y avait eu quelques problèmes notamment avec Chris Evans sur le poste 4, eh bien cet été le staff a misé globalement sur la continuité, ce qui va grandement aider à faciliter et à mettre en place le collectif et ce que souhaite le coach. La dernière signature sur le poste 5 a été réalisée de manière assez tôt si on compare avec la saison précédente et ça va assurer une préparation déjà plus sereine pour le coach. Du côté des finances, eh bien Foss la saison dernière possédait le 8e budget et la 7e masse salariale, des moyens qui sont somme toute assez intéressants pour la Pro B. En ce qui concerne le classement, eh bien comme je le disais, Foss a vécu une saison quasiment cauchemardesque pour son retour en Pro B. C'est assez dingue de se dire ça pour une équipe qui descend de la première division. Une saison difficile donc qui a vu Foss valider son maintien dans les derniers matchs de la saison grâce notamment à une victoire acquise à domicile face à un concurrent direct, Angers, dans un match stressant au possible. Mais de là est né un groupe qui a été reconduit cette saison. Alors, pour emmener cette équipe vers des ambitions plus élevées, j'ai choisi de mettre en lumière 3 joueurs. Ilya Sidorov, Robert Turner III et Petit Nyang. J'ai un petit peu parlé de Ilya Sidorov, il arrive avec des références internationales ukrainiens, il a d'ailleurs joué l'Eurobasket en 2022 et il est aussi un joueur habitué à évoluer dans les Coupes d'Europe, notamment l'Eurocup où il a affronté Bourg-en-Bresse la saison passée avec son club de Prométhée. Il a, d'après Bibasket, accepté une forte baisse de ses prétentions salariales pour rejoindre Foss, ce qui rend son cas encore plus intriguant. Un des autres joueurs clés, je pense, pour Foss, ce sera Robert Turner. C'est un arrière-scoreur qui, une fois qu'il a la confiance de son coach et de son équipe, eh bien, peut se révéler hyper performant. Et je suis bien placé pour en parler puisque je l'ai vu évoluer une demi-saison du côté de La Rochelle il y a 1 an et demi et clairement, son arrivée avait métamorphosé l'équipe. Son arrivée d'ailleurs également la saison dernière puisqu'il avait fait beaucoup de bien et il faut rappeler que c'était tout simplement le meilleur scoreur de Pro B la saison dernière avec Foss. Et enfin, comment ne pas parler de Petit Nyang, arrivé la saison dernière avec l'un des plus beaux CV de la Pro B, il a clairement fortement déçu les Orléanais avec des prestations pas forcément à la hauteur de ses capacités et de son salaire. Et les Orléanais lui ont parfois reproché une attitude un peu nonchalante et le fait aussi qu'il ait passé beaucoup de temps à l'infirmerie n'a pas aidé. Ça sent l'envie de prouver pour Petit Nyang, clairement. Et à l'image de Foss, à l'image de tout le club, de toute l'équipe, je pense qu'on va être sur une saison rédemption, une saison mission rédemption pour Petit Nyang, pour Foss, et on peut s'attendre, je pense, à un joueur extrêmement revanchard et une équipe survoltée qui vont avoir très envie de se racheter. Attention, ça va être une équipe à surveiller, je pense, de très très près. En ce qui va concerner mes interrogations, j'en ai principalement 2. La première, légitime, c'est que l'on peut se poser la question de ce que va produire ce groupe qui a été largement conservé et qui jouait le maintien la saison dernière. Est-ce que la confiance va être là ? Est-ce qu'on peut dire qu'une grosse dynamique peut s'enclencher avec la fin de saison qui a permis de valider le maintien ? Et au final, même si l'équipe qui avait démarré le championnat ne l'avait pas fini, est-ce qu'on était simplement sur une erreur de parcours ou pas ? Ensuite, ma deuxième interrogation va concerner le spacing de cette équipe. Je trouve qu'il y a un petit déficit de shoot extérieur. Il y a des joueurs qui vont être capables d'en mettre, je dis pas le contraire, mais peut-être qu'il manque d'un shooter vraiment fiable dans cette équipe.
On sait que Lucas Bourris est capable d'en mettre, Robert Turner aussi, Damien Bouquet, mais ce ne sont pas forcément des spécialistes du tir extérieur et du tir à 3 points notamment. Je m'interroge donc sur les joueurs qui vont être capables d'étirer les défenses pour laisser de la place à l'intérieur aux gros babards que sont Junior et tout et Petit Niang notamment. Mais je vous rassure, il y a des motifs d'espoir, sinon je n'aurais clairement pas mis Foss dans la catégorie des équipes qui vont lutter pour le play-in. Pour commencer, je l'ai déjà mentionné, il y a le choix de la continuité dans le groupe, ce qui au final a réussi lors de la mission sauvetage l'année dernière. On verra si c'est un choix payant ou pas de la part de Rémi Juita, mais en tout cas, je pense que ça va considérablement permettre de recréer et de faciliter justement la création d'un collectif. L'autre point positif, je l'ai aussi mentionné, c'est que Foss est quasiment au complet pour cette préparation, puisqu'il ne manque que Petit Niang, peut-être, qui n'est peut-être pas encore arrivé à Foss. Donc ça, globalement, c'est un point positif quand on se rappelle que la saison dernière, Foss avait vraiment galéré en étant vraiment très incomplet dans sa préparation. Cette saison, je pense que Foss sera dans de meilleures dispositions pour débuter le championnat. Et ça, en termes de dynamique, en termes de confiance pour le reste de la saison, on sait que ça peut faire la différence. Enfin, il y a le facteur expérience et le vécu. Ce groupe possède des joueurs expérimentés, il y en a beaucoup même, et ce groupe a déjà un vécu, c'est important. On pourrait presque comparer ça à un club qui monte de National 1. Le club a vécu un moment très fort en arrachant son maintien contre Angers la saison dernière. Je me rappelle des images qui ont été diffusées, on aurait dit que Foss avait remporté le titre de champion. C'était des moments vraiment forts avec des joueurs qui ont versé des larmes. Je pense vraiment que quelque chose est né dans cette équipe, ça a fédéré tout un groupe. Et ça peut compter dans la volonté de jouer l'un pour l'autre, dans la volonté de faire les efforts, etc. Donc comme je l'ai dit, ça peut être vraiment la saison de la rédemption pour Foss, et au vu de l'expérience du coach, des joueurs, de la qualité des joueurs de l'effectif, je n'imagine pas Foss revivre la même saison que l'année dernière. Alors oui, pour moi, Foss, ce sera dans la course pour le play-in, et sait-on jamais, pourquoi pas viser plus haut. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était une longue vidéo, une très longue vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce format vous plaît. J'ai essayé d'être le plus précis possible et surtout d'étayer mes propos. J'espère que ça aura ravi les fans et les supporters de Pro B. Et je vous dis tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à envoyer de la force, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt, à très bientôt même, pour la dernière vidéo de ces previews qui concernera les équipes que je vois classées dans le top 6. Et forcément, si vous connaissez les équipes, vous devinez déjà quelles seront ces 6 équipes, mais la vidéo sera tout de même très intéressante. Allez, je vous dis à très bientôt, bye bye.